bonsoir à tous. Bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, une édition spéciale ce soir sur l'affaire des fameux 5 000 € pour expulser des squatteurs, l'arbre qui cache la forêt. Point d'interrogation, bien sûr. On en parle ce soir. Vous pouvez participer au débat en faisant le RDV de l'info@atg.tv. Vous pouvez participer à ce débat en posant vos questions dès maintenant, d'ailleurs, sans aucun problème. Sur le plateau, avec nous, Monique Gouarde, présidente de l'Association des consommateurs de Guyane. Alain Chrétien, président UDCLCV Guyane. Jean Paris est avec nous également, Cayenne d'abord, et Farouk Amri du collectif Trop Violence. Voici nos invités ce soir pour parler de ce débat dans le fond, bien sûr, au-delà du buzz médiatique, au-delà du buzz sur les réseaux sociaux. Nous allons bien sûr parler notamment de ces histoires des 5 000 €, mais aussi de squats, mais également de marché, illicite ou pas. On va en parler ce soir. Vous voulez participer? N'hésitez pas à poser vos questions sur le net. Et le débat, c'est dans à peine 9 minutes, juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Les états généraux du Parti socialiste au niveau national et local se déroulent jusqu'au 6 décembre. La section PS de l'île de Cayenne invite les partis, les militants, les experts et la population à une soirée de débat le 4 novembre prochain. Tous peuvent apporter leur contribution pour redéfinir la carte d'identité du PS dans un monde en évolution. Cette particularité des états généraux, c'est pour la première fois tout un chacun, tous les Guyanais peuvent apporter une contribution directement sur notre site pour qu'on puisse débattre sur les valeurs d'aujourd'hui de la gauche, c'est quoi la gauche. Pour ces états généraux, 12 thématiques ont été retenues au niveau national. En Guyane, seulement 3 thèmes seront plus précisément abordés. Le plus important est celui de l'échéance électorale et cela commencera prochainement avec les élections pour la collectivité unique. C'est la première fois dans l'histoire de la Guyane que nous aurons ce type d'institution. Donc il faut avoir une offre politique tout à fait pertinente. Et puis surtout aussi que les gens qui seront appelés à piloter, à gouverner cette nouvelle collectivité, eh bien, ils partagent un minimum d'éléments communs. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans les États généraux en Guyane une plateforme d'expression, mais surtout de solutions pour l'avenir. Tous ces points seront débattus lors de la soirée de réunion qui aura lieu le 4 novembre prochain à partir de 17h30 au Novotel. À l'heure où le téléphone est indispensable et que la plupart des démarches administratives se font en ligne, être déconnecté constitue un vrai handicap, surtout pour les communes isolées de Guyane qui sont les plus touchées par la fracture numérique. Avoir un téléphone, un ordinateur branché à Internet constitue donc un changement radical. Ce lundi 20 octobre marque l'aboutissement de l'action que la région conduit pour mettre un terme à la fracture territoriale. Le premier carbet numérique a été inauguré ce matin à Saül. À partir de la bande passante satellitaire qui est affectée à Saül, il y a eu une installation d'un certain nombre d'infrastructures et plus particulièrement de pylônes de point haut qui permettent le déploiement de la bande passante par l'intermédiaire du Wi-Fi et grâce à une application particulière qui est téléchargée dans les téléphones, dans les smartphones, cela permet aux habitants de Saül de téléphoner. Il y a les cabines téléphoniques qui accompagnent, qui complètent le dispositif. Donc d'un côté, vous avez des gens qui peuvent téléphoner à partir de leur smartphone à condition de s'être procuré des cartes prépayées. Et vous avez aussi cette cabine publique que nous appelons le carbet numérique qui permet de téléphoner directement pour les gens qui n'ont pas de smartphone, mais qui permet aussi de contacter des services publics. Et ces services publics, l'appel vers ces services publics est gratuit. Nombre de sites isolés n'ont pas de ligne fixe, mobile ni Internet. L'installation de la téléphonie à Saül, c'est un grand soulagement pour les administrés. Dans le temps, on ne pouvait pas communiquer directement avec la famille sur la côte. Et là, à savoir qu'on peut directement communiquer, les entendre par le biais de la cabine téléphonique, c'est génial. C'est génial. Le rééquilibrage infrastructurel et l'accès de tous les Guyanais aux services de base sont des axes forts de la stratégie régionale. Tant pour des raisons d'amélioration de la qualité de vie de la population que pour répondre à la nécessité de mettre à disposition des entreprises les conditions minimales nécessaires à leur implantation et à leur développement. C'est une page historique à partir de Saül de permettre à tout un chacun de téléphoner aussi bien sur le réseau régional que sur le réseau international.
sortir d'une forme de silence, d'indignité républicaine. Donner aujourd'hui la capacité aux uns aux autres de pouvoir communiquer. Parce que vous savez, en fait, le travail que nous faisons, c'est un travail qui vise à remplacer en fait la carence des opérateurs privés qui estiment qu'il n'y a pas assez de population, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir venir sur des territoires aussi isolés. 17 autres carbets numériques seront répartis à travers l'intérieur du pays, afin de permettre aux habitants de ces localités de bénéficier d'une couverture téléphonique et Internet minimale, et ainsi pallier la carence des opérateurs privés dans ces secteurs. Des dizaines de morsures sur l'ensemble du corps. Mars 2013, Cheyenne, un enfant de 11 ans, a été attaqué par 2 bergers malinois lors d'une sortie en famille. Une affaire sérieuse qui est passée au pénal. Les propriétaires de chiens ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, mais la famille ne compte pas en rester là. Nous souhaitons intervenir encore sur cette affaire, une affaire qui, nous espérons, fera jurisprudence ici en Guyane, parce que le fait est malheureux. De nombreux enfants, mais de nombreux adultes aussi, sont mordus par des chiens sur des sentiers de randonnée, sur des bords de plage aussi. Alors ça paraît être une affaire anodine, mais il n'en est rien. Partout où nous allons, partout où nous promenons aujourd'hui en Guyane, partout, même nous avons fait des voyages avec Cheyenne, il n'a qu'une préoccupation, est-ce que les chiens sont à proximité? Pour faire reconnaître les problèmes psychologiques post-traumatiques de Cheyenne, ses parents ont décidé jeudi dernier de porter l'affaire au civil. Ma mission ce matin était de demander au tribunal de désigner un expert pour que les choses soient dites, pour que la situation, pour que ce qu'il vit, cet enfant, soit fixé, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, et que la situation soit également précisée pour les parents qui vivent un véritable calvaire psychique. C'est vrai que ce sont des choses qui ne se voient pas. On aurait tendance à dire aujourd'hui, mais bon, il a été mordu et puis 19 mois après, il n'en garde pas de traces, ou les cicatrices, les blessures se sont cicatrisées, les morsures se sont cicatrisées. Il n'en est rien. Le 27 novembre, le tribunal fixera la décision de mandater ou non un expert. Si c'est le cas, ce dernier devra établir un rapport pour évaluer les dommages physiques et psychologiques causés par cette agression. Les 18 concurrents de Ram Guyane 2014 sont partis de Dakar depuis samedi matin, mais ont connu de premières journées difficiles. Les épreuves transatlantiques en solidaire ne sont jamais des courses faciles, d'autant que tout se fait à la force des bras. Si tous les concurrents ont pu s'élancer, ils doivent faire face à des conditions qui compliquent d'emblée singulièrement leur progression. Les vents varient de secteur ouest dominant de 5 à 10 nœuds et la houle de nord-ouest de 2 mètres empêchant les concurrents de gagner le large. La flotte s'est séparée en 2 groupes. La majorité des skippers est à l'abri en attendant de meilleures conditions météo et d'autres ont choisi délibérément une échappée par le sud au risque de s'éloigner un peu de la route prévue. Demain, les 18 skippers aptes reprendront la course si les conditions météorologiques sont plus clémentes. Ce matin, la maison des arts martiaux Lucie Descostes a été inaugurée en hommage à la championne olympique de judo. Nouvelle salle d'entraînement et de compétition, nouveaux vestiaires, tout a été pensé pour permettre aux sportifs de travailler dans des conditions optimales. C'est une grande fierté et quand je vois l'équipement, je suis encore plus fière. Moi, quand je me suis entraînée à Kourou, c'était une petite salle, il y avait des poteaux au milieu, c'était pas très pratique. Bon, la salle est encore comme ça. Donc là, aujourd'hui, en termes d'arts martiaux, c'est l'équipement pour l'instant le meilleur et le plus parfait. Un dojo tout neuf qui a séduit les sportifs, mais c'est surtout l'ensemble de la carrière de Lucie Descostes qui a impressionné la relève locale. Elle est allée en stage et elle a progressé et c'est comme ça qu'elle est devenue championne. Je suis très fière d'elle. Elle est forte, elle est championne, elle est une médaille d'or. Je voudrais bien être plus fort que Lucie Descostes maintenant. C'est qu'il faudra attendre un peu. La maison des arts martiaux Lucie Descostes s'inscrit dans le cadre de base avancée qui a pour but de développer les infrastructures avec un objectif simple, permettre l'accès au haut niveau. C'est de construire des équipements sportifs structurants permettant un rattrapage, permettant d'abord à la Guyane de se développer à ce niveau et permettant ensuite peut-être à des équipes étrangères ou françaises de venir s'entraîner ici dans un cadre de structure internationale. L'ensemble de ces chantiers, qu'ils soient de proximité ou de haut niveau, seront livrés à la population guyanaise qui aura la charge aux communes, aux départements, aux collectivités, la charge de les maintenir en état. Au début du programme de base avancée, 19 chantiers étaient prévus. 7 chantiers ont déjà été livrés, 8 sont en cours de réalisation et d'autres verront le jour en 2015.
De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info pour notre débat ce soir, un débat sur lequel vous pourrez participer bien sûr en envoyant vos questions via le net. Regardez juste en dessous le rendez-vous de l'info, voilà, rdv2info@atg.tv. Vous faites cette adresse et vous posez les questions que vous voulez et ça sera l'occasion pour moi de poser des questions à mes invités. Je rappelle les invités avec Monique Gouard. Bonsoir. Bienvenue. Président de l'Association des consommateurs de Guyane, Alain Chrétien, bonsoir. Bonsoir. Président de UDCLCV Guyane, qui veut dire Confédération de logement et cadre de vie. Très bien. Avec nous, Jean Paris également. Cayenne d'abord aujourd'hui, ce soir? Plus que jamais, bonsoir. D'accord, très bien. Et Farouk Amri, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vernet. Du collectif Trop Violence. Voilà. C'est une violence, on va en parler, ce qui se passe quelque part. Allons-y, franchement, 5 000 € pour quitter un squat, n'est-ce pas là une brèche dangereuse que l'on ouvre, surtout quand cela s'effectue grâce à l'aide de l'État? Vous allez nous dire si je vais trop loin dans mes propos. Quel est votre premier sentiment, Jean Paris? Premier sentiment. Mon premier sentiment, c'est un sentiment de gâchis et d'abus de pouvoir, en tous les cas, et tromperie sur l'opération réelle. Voilà ce que je dis. Premier sentiment. Farouk Amri? C'est un sabotage de tout ce qu'on est en train de faire. C'est une violence innommable. On en reparlera tout à l'heure. Monique Gouard? La réalité, on est aujourd'hui devant certaines réalités que nous, Guyanais, nous avons toujours refusé de voir et d'entendre. Alain Chrétien? Sur la forme, donc celui qui a tendu la main à ces petites gens, comme l'on dit, nous disant qu'il faudra connaître la vérité, mais sur le fond, c'est le fond qui nous intéresse, et c'est là ce soir qu'on doit débattre. Alors, je disais, une brèche ouverte. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle bien sûr, on va bien sûr parler du fond du problème, où certains disaient, maintenant, je peux squatter, si je n'ai pas mon argent, je peux m'en aller. Alors, on sourit comme ça aujourd'hui. Est-ce que Jean-Claude Hernandez, parce que quelque part, c'est à partir de là que tout commence, est-ce que Jean-Claude Hernandez a trop parlé pour vous et ceci dit, s'il n'avait pas parlé, est-ce que l'affaire aurait abouti? Farouk Amri? Il faut savoir qui est Jean-Claude Hernandez, c'est le directeur des finances publiques. Tout à fait. C'est le représentant un peu de la loi. C'est pas n'importe qui. C'est l'héritier direct des 10 commandements. Donc quand il parle, il s'engage. Moi, je vais juste faire un peu l'historique. Je suis très naïf, consommateur, lecteur. Donc au départ, il y a cette opération. M. Hernandez la présente comme une participation de l'État à financer le départ de squatteurs qui ont pourtant eu une décision de justice leur disant de quitter le terrain. Et ensuite, on n'est plus là sur Ram Guyane. On a l'impression que plus les acteurs de cette opération essaient de s'expliquer, plus ils sont en train de faire la traversée de l'Atlantique, mais en apnée. C'est-à-dire qu'on est au mieux dans la Corse d'il y a 5 ans, au pire dans la Centrafrique d'il y a 30 ans. On est dans des poignées de main avec l'État qui cautionne des marchés qui ne font l'objet d'aucune annonce publique. Parce que là, je vais juste être très très clair, il y a cette opération qui vise à promouvoir l'entrée de Cayenne. Pourquoi pas? Des squatteurs doivent quitter le territoire. M. Hernandez nous dit, vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle, l'État gère tout. Dans un premier temps, il annonce que l'État donne 5 000 € à des squatteurs pour partir. Qu'ensuite, finalement, il y a un homme providentiel qui arrive, un promoteur qui arrive, mais pour l'instant qui ne reste que virtuel, et qui, en s'asseyant sur une promesse, déclare donner 5 000 € à ces squatteurs pour qu'ils quittent, et on a là juste une parole donnée. Mais quand on réfléchit un petit peu à cette histoire, moi je rappelle quand même une vérité essentielle. Les biens de l'État, c'est nos biens. C'est-à-dire que notre patrimoine à nous, il est en train d'être, vilipendé, sacrifié. Le promoteur qui est tout sauf bête dans cette histoire, puisque M. Hernandez déclare, étant donné la présence de squatteurs, j'ai décidé, sur une première estimation, parce qu'il y en a une deuxième en cours, on va revenir, que cette première estimation, je ne vais pas monopoliser trop longtemps la parole, mais juste expliquer ça, que le bâtiment va être vendu 1 million d'euros, moins 200 000, compte tenu de la présence de squatteurs, moins 200 000. Le promoteur, lui, dépense 65 000 € peut-être plus.
pour, en tout cas, d'après les informations que nous avons, 5 000 fois 13 familles, ça fait 65 000, pour que ces familles quittent, non pas le territoire, parce qu'au départ aussi, c'était des gens illégaux, puis maintenant, ça devient un petit peu légaux, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, il dépense 65 000. Donc, bénéfice net pour lui, 135 000. Mais si on ajoute que l'État a pris en charge le nettoyage, la destruction de ces squats, le prix du bâtiment augmente d'autant. Donc le promoteur virtuel, il n'a pas fait une culbute financière, il a gagné au loto. On va y revenir. Tous, bien sûr, on va revenir précisément sur cette question-là. Pour les téléspectateurs qui prennent le débat seulement maintenant, et peut-être qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas en Guyane la semaine dernière, qui n'étaient pas en Guyane ce week-end ni le week-end dernier, on revient sur cette affaire avec un reportage de la rédaction d'ATG et on revient juste après pour le débat. On y va. Ce matin, à l'avenue Pasteur, près de 40 familles se sont fait expulser. 115 personnes de 11 nationalités différentes occupaient illégalement les habitations. Ils étaient majoritairement en situation régulière. Non, sur les 115 personnes, il y avait 3 personnes qui étaient en situation régulière. Tous les autres ont des papiers, alors avec des cartes de séjour qui arrivent à terme, avec des ordonnances de quitter le territoire, mais ils avaient quasiment tous, à 95%, des papiers en règle. Selon la préfecture, cela fait près de 2 mois que les ressortissants sont informés de cette action. Mais durant l'opération, une bonne partie se disait surpris et semblait ne pas savoir où s'installer dans les prochains jours. Comme un réfugié, tu comprends? Bon, comme nous, notre papier fini, on n'a pas de conditions pour habiter, pour payer loyer, pour faire ça. Même il n'y a pas de droit pour travail pour nous. Et là, en fait, on ne sait pas ce que nous faire, on habite comme ça. Ce soir, nous dormons, je ne sais pas, aucune idée. Par contre, ma belle-sœur, c'est la première dame qui est venue ici, habiter dans la maison qu'elle a. Elle a 4 enfants, ils ne sont pas allés à l'école, rien du tout. Elle a demandé pourquoi ils ne sont pas donnés à elle des sous pour elle se déplacer. Ils ne sont pas donnés à rien, ils ne sont même pas donné une semaine pour se déplacer. Alors, elle ne sait pas où va aller maintenant avec les enfants. Il va aller voir l'assistance sociale pour voir s'il a pu aider. 13 familles ont reçu une aide exceptionnelle de 5 000 € chacune pour le déménagement. Selon les services de l'État, les autres familles auraient refusé cette aide. Devant l'impossibilité de disposer pour l'intégralité des personnes d'un jugement avec un titre exécutoire permettant à un moment donné d'avoir le recours à l'autorité de la charge publique, il a fallu essayer de trouver pour ceux qui n'étaient pas dans ce spectre-là, qui n'étaient pas concernés par ce dispositif, un dispositif du type transaction, c'est-à-dire qu'on est parti sur un contrat rédigé par un avocat en disant voilà, si vous partez de votre plein gré, de votre propre chef et inconditionnellement, vous aurez une indemnité de 5 000 €. D'autres actions telles que celle-ci devraient avoir lieu plus régulièrement sur le territoire. Rendre les espaces occupés aux mairies est un défi à relever par la préfecture. Il faut quand même rappeler les fondamentaux. Il y a des lois en France. Il y a une loi sur le droit de propriété et on n'a pas le droit de s'installer dans un endroit et puis ensuite d'utiliser les lieux. Et moi, je suis là pour faire respecter les lois. Dans les prochaines semaines, les 7 maisons et le carbet situés sur le terrain de près de 8000 m² seront détruits. La mairie n'a pas encore décidé de quelle façon il sera réaménagé. Des projets sont en cours d'analyse. Il y a plusieurs projets en vue, soit un hôtel 5 étoiles avec piscine débordante, aquarium, soit des logements de grand standing, puisque vous savez qu'avec la crise budgétaire, les communes doivent être imaginatives, donc créer une solvabilité et donc grand standing, et puis l'aquarium, parce que la mairie de Cayenne y tient. Sur l'île de Cayenne, près d'une 50aine de maisons sont occupées illégalement. Voilà pour les faits. Deuxième réaction de votre part, Jean Parise. Bon, j'ai vu des sourires, certaines personnes faisaient des gestes un peu particuliers. Réaction sur le sujet? Non, j'aurais presque envie de rire quand on voit. C'est tellement rocambolesque et tellement grotesque en fait cette opération. Mais je rappelle, puisque nous sommes dans l'opposition à la mairie de Cayenne, que cette affaire a débuté depuis 2013 en fait. Et j'ai eu l'occasion, moi, en conseil municipal, de dénoncer cette opération qui m'avait l'impression d'être une opération montée de toutes pièces. Alors, la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une propriété qui appartient à l'État, donc domaine privé de l'État, qui hébergeait les locaux de la gendarmerie à l'époque. On a tous connu ça quand on était jeunes. C'est une zone extrêmement intéressante au niveau paysager. Tout à fait. C'est une zone extrêmement agréable au niveau circulation de l'air et des espaces.
Et on se rend compte aujourd'hui que cette opération, en fait, elle est masquée par un certain nombre d'irrégularités, en fait, d'anomalies. Bien. Je rappelle une chose, que Cayenne... Quelle est l'implication de la mairie de Cayenne? La mairie de Cayenne, elle a dit à l'État. Ce qui est vrai. Elle peut faire, dans le cadre de l'article L241 du Code de l'urbanisme, elle peut faire jouer son droit de priorité. C'est ce qu'elle a fait lors du conseil municipal d'avril 2014. Elle nous a présenté un rapport, nous demandant, donc au conseil municipal, de voter ce rapport. C'est-à-dire qu'on lui donne l'autorisation de négocier, de faire jouer son droit, enfin le droit de la mairie, pas son droit en tant que tel, le droit de la mairie dans le cadre de la priorité. C'est-à-dire que vous avez le droit de préemption et le droit de priorité. Ceci est régi par, je rappelle, l'article L241 du Code de l'urbanisme. Donc nous avons, pour une bonne partie, acté cette opération qui était une opération, à mon avis, intéressante par rapport à la perspective d'aménagement du territoire de la ville de Cayenne. J'avais contesté cette opération qui ne me paraissait pas du tout transparente, et je répète, je renouvelle ma proposition de l'époque, je dis qu'à l'heure actuelle, d'ici 2020-2030, Cayenne, c'est plus de 100 000 habitants. Il y a très peu d'espace public à Cayenne. Donc, population qui va doubler dans une dizaine d'années. On se rend compte que tous les promoteurs, les bailleurs sociaux, construisent des lotissements, mais sans espace vert, sans jardin, sans espace de jeu pour les enfants. N'allez pas trop loin. Les perspectives, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Restons encore sur cette affaire. On parlera d'avenir dans quelques instants. Je vais entendre Monique Gouard et Alain Chrétien sur le reportage aujourd'hui. Alain Chrétien, vous êtes dans l'humain aussi. Vous défendez des locataires. Dans quelle position vous vous situez? C'est difficile pour vous, quelque part. Vous n'aimez pas qu'on mette des squatteurs non plus dehors. De l'autre côté, tout le monde ne peut pas s'installer non plus sur n'importe quel terrain. Quel est votre sentiment là? Ce qui nous gêne dans cette affaire, dans un reportage précédent, il y avait une mère de famille qui disait, dans ce squat, que cette famille sera expulsée, mais ils seront relogés. Et c'est là que ça nous gêne énormément. Quand on voit chez les bailleurs, il y a 4000 dossiers qui sont en attente de la part de nos compatriotes qui recherchent un logement, et là, subitement, des gens qui viennent squatter. Bon, ce sont des humains. Oui. On les a laissés des années et des années sur le terrain. Et subitement, comme par magie du Saint-Esprit, on doit les expulser. Un jugement qui a été donné, donc on doit les expulser. C'est normal, l'État doit récupérer son bien. Mais on doit reloger ces personnes. C'est la loi. On doit reloger ces personnes, les personnes qui sont en situation régulière. Mais je dis, avant de reloger ces personnes, relogeons d'abord ceux qui sont en attente, qui recherchent un logement. Combien de dossiers en attente? 4000 chez un bailleur et 3000 chez d'autres. Il y a 3 bailleurs sociaux ici en Guyane. Donc vous voyez, le nombre de dossiers qui sont en souffrance, le nombre de Guyanais qui recherchent un logement qui, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à se loger décemment. Donc est-ce qu'il faut maintenant que nos propres Guyanais fassent la même chose, aillent squatter les terrains de l'État, et puis demain, demandent à l'État, vous voulez nous expulser, donnez-nous aussi. Pas 5 000, mais 10 000 euros. La brèche. Et on parlait de fameuse brèche ouverte. Monique Gouard. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Quand on m'a appelé, quand on déménageait les squatteurs, je crois que nous ne connaissons pas toute la vérité sur cette affaire. Parce que ceux qui sont partis 15 jours après, si vous voyez le nombre de familles, qu'on dit 115 familles, 13 familles, donc il y a encore des familles. Et ceux qui sont partis le même jour, on leur a donné 1 000 euros et 2 nuits d'hôtel. Donc il faut prendre en compte ces données-là. Voilà, tous les données qui circulent d'ailleurs. Et que j'ai l'impression qu'on est arrivé à bout de souffle. Comme je disais tout le temps, des années, je dis que la Guyane, c'est un libre-service où tout le monde se sert, tout le monde prend. Et aujourd'hui, on nous a prouvé que c'était vraiment un libre-service où tout le monde pouvait se servir. Et même l'État participait à financer le libre-service pour les autres. Farouk Amri, oui. Ensuite, une question sur l'État, justement. Moi, je trouve qu'il y a des questions quand même fondamentales. Le descendant des 10 commandements, M. Hernandez, déclare à un moment donné que ça ne coûtera rien à l'État parce qu'il y a un promoteur. Mais quel titre à ce promoteur, faute de contrat signé? Donc il enfreint la loi. Le descendant de Napoléon, M. le préfet, idem. Quand il dit « je suis là pour faire respecter la loi », mais c'est une mascarade. Alors à quel titre, puisque le promoteur virtuel s'était engagé à nettoyer le terrain, a-t-il utilisé nos fonds publics
pour nettoyer le terrain. Donc l'un et l'autre, moi je dis qu'on est dans une affaire politico-mafieuse qui virerait à la tragédie-comédie dans le contexte guyanais. Mais encore une fois, au tout début de l'émission, j'ai parlé de sabotage. Nous essayons justement de ramener de la sérénité, de dire aux jeunes, attention, n'allez pas dans la délinquance, ne violez pas la loi. Et nos colons, les représentants de l'État à l'heure d'aujourd'hui, usent et abusent du droit. Parce que bon, juste, M. Hernandez avait dit... On a des questions des tout est normé, ensuite, hein. Tout est normé, c'est le droit. Mais le droit est moral. J'ai entendu les participants autour de cette table. Il y a la morale. Moi, je connais un agent de sécurité qui me dit, mais je gagne 1 260 €, j'ai 3 enfants, je paye 700 € de loyer. Je fais quoi, là? J'installe ma famille dans un squat? Allez, j'ai 2 questions de téléspectateurs, mais allez-y, Jean Paris, ensuite on pose des questions. J'ai complété ce que disait mon collègue d'à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, autour de la table, il n'y a que des représentants d'associations et nous, de l'Amérique cayenne, en fait, dans l'opposition. Mais où sont les vrais acteurs, les vrais protagonistes de l'affaire? On ne les voit pas, on ne les entend pas officiellement. C'était l'occasion rêvée de venir s'expliquer et de dire, en fait, quelle est la vraie vérité, puisque c'est une vérité à multiples facettes aujourd'hui. Quelle est la vraie vérité dans cette affaire? C'est quand même regrettable qu'il n'y ait autour de la table, qu'il n'y ait personne des représentants officiels qui viennent répondre à nos questions. Très bien. Alors, je rappelle que nous avons invité Jean-Claude Hernandez, qui avait dit oui dans un premier temps, et puis qui, en fin de compte, n'est pas venu ce soir. Il nous donnera ses raisons sûrement dans la semaine. Et nous avons invité également Madame le maire de Cayenne, qui on espère qui sera notre invité en fin de semaine. On attend également là sa réponse. Alors j'ai une question, mais là c'est le débat. Dans le débat, c'est Philippe de Matoury qui pose une question qui va peut-être vous gêner, Monique Gouard. Voilà, ça revient sur votre affaire personnelle, même si on n'a pas envie de revenir dessus. Mais allons-y, c'est des questions de téléspectateurs qui disent que vous n'avez pas payé votre loyer depuis 3 ans, ça veut dire que vous avez squatté depuis 3 ans. Bon, je vous pose la question, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres comme ça pour aller dans le fond du débat. Ça ne vous dérange pas, la question de Philippe de Matoury? Ça ne me dérange pas. Ensuite, on revient sur le débat. Voilà, je vais répondre parce que, vous savez, c'est quelque chose que je vais certainement porter toute ma vie et que je vais peut-être l'emmener, encore l'emmener. Et ça ne m'a pas dérangé de vous inviter sur le plateau ce soir. Voilà, merci encore, parce qu'il y a encore des gens qui croient en moi. Et non, je n'ai pas, parce que nous avons eu un conflit, mon propriétaire et moi, il n'a pas voulu signer le document dont il faisait le rappel sur les prestations familiales. Et à ce moment, j'ai dit, et je le redis, à ce moment, j'ai dit, eh bien, si c'est comme ça, on y va et on ira. Donc après, je me suis fait expulser comme des milliers de Guyanais qu'ils sont et des milliers de personnes qui sont dans le monde. Et puis voilà, je ne demande pas de compassion, je ne demande rien. J'ai commis l'erreur parce que j'avais cru comprendre, je pouvais me battre entre peau de fer et peau de terre. J'ai perdu la bataille, mais ça me permettra à l'avenir, pour finir, et d'être plus forte pour les autres. Parce que c'est un cercle vicieux que beaucoup, quand ils rentrent dedans, ils s'en sortent pas et puis c'est le meilleur qui gagne. Allez, on ne revient plus sur la question de Monique Gouard, on revient véritablement sur notre affaire. La loi du littoral va-t-elle s'appliquer sur ce terrain? Jean Paris. Bonne question. Puisque quand l'on voit à l'heure actuelle les rebondissements, a priori non. A priori, cette loi n'est pas applicable sur ce littoral. D'autant que, je le rappelle, sur cette parcelle, parce qu'il y a 2 parcelles, en fait. Tout à fait. Et il faut peut-être rappeler une certaine chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Des mots durs de Farouk Emri. Très, très durs. Voilà. Mais il faut rappeler une chose, que c'est un dossier qui traîne depuis 2013, que nous avions déjà dénoncé en temps et en heure. Bien. Deuxième chose, c'est que l'évaluation qui avait été faite par les domaines pour ces parcelles, parce qu'il y a 2 parcelles en question, tout à fait, avoisinait les 2,6 millions. Quand le maire de Cayenne, dans le rapport qui nous a été présenté en avril 2014, faisait état de l'évaluation de ces parcelles, c'était à peu près 2,6 millions. Aujourd'hui, on nous parle de 800 000 €. Donc il y a des décotes brutales, voire violentes, inexplicables. Bien. Vous saurez expliquer, vous qui avez l'expérience dans l'opposition aujourd'hui, mais vous ne l'étiez pas avant? Oui, je l'étais déjà. Puisqu'il y avait trop d'anomalies dans cette municipalité, et vous le savez pas. Là, je vous parle d'un passé. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Si l'État peut faire une décote
de la valeur des terrains, sous condition. Ça, c'est l'article 3211-7 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que les décotes peuvent effectivement être appliquées dans le cas où il y a donc des opérations immobilières ou autres à vocation publique, et notamment, s'il y a une décote, elle doit correspondre également en logements sociaux et aspects sociaux à l'identique de la valeur de la décote. Alors nous, au conseil municipal, si c'est le cas, on sera très vigilant entre l'évaluation initiale de 2,6 millions et aujourd'hui, la nouvelle évaluation de 100 000 euros. Ça veut dire qu'on aurait à peu près 1,8 million d'euros qu'il faudrait répartir en valeur égale dans la construction de logements sociaux. Monique Guard, allez-y. Mardi 14, M. Hernandez disait que le terrain, il coûtait 1,5 million. Il l'a dit à la télé. Il y a 2 terrains. Voilà, 1,5 million. Vendredi 17, il a encore remonté sur l'autre radio, l'autre télé, il a dit que le terrain coûte 1,8 million. 1,5 million. On va revenir au chiffre. 1,8 million, elle a pris de la valeur entre mardi et vendredi. Donc, c'est sûr, la télé pourra revisionner les bandes de ce qu'il a dit. On nous parle de 115 familles. Après, on nous parle de 13 familles. Où sont passés les autres? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Donc, il faudra quand même qu'on arrive à s'intéresser un petit peu sur ce sujet et de dire, voilà, l'expulsion de ces personnes a coûté 300 000 euros à l'État. Vos questions, alors, vos questions. On ne pourra peut-être pas poser toutes les questions des téléspectateurs puisqu'il y a un embouteillage, je rappelle, rendez-vous de info@atg.tv. Une question de Jean-Luc de Montabaud. L'homme d'affaires Félix Otamché dit qu'il n'y a eu aucun engagement, ni de la mairie, ni de l'État. Bon, j'ai presque envie de dire personne n'est dupe. Humainement, le promoteur a fait un geste très fort. Est-ce qu'il y a trafic d'influence là-dedans? Allez, Alain Chrétien. Non, simplement, je veux dire... Je sais que la question vous gêne un peu, mais allons-y. Ensuite, vous pourrez répondre. Cette question, bon, je vais pas rentrer Jean-Luc de Montabaud, merci pour la question. Oui. Dans cette question. Simplement, je vais dire à ce promoteur, nous, à la CLCB, nous avons des familles qui sont en détresse, qui sont dans la précarité. Je lui lance un appel, qu'il fasse un geste aussi pour nous, de façon à ce qu'en ce moment, M. Vernet, il y a les huissiers qui viennent chez les locataires pour les expulser. Nous sommes au mois de novembre. Donc je dis à ce promoteur, il doit nous écouter. Donc, ce sont des gens qui payent des impôts, ce sont des gens qui ont leur papier, c'est ça que vous... Oui. Exactement. Donc ils sont dans des situations vraiment extrêmement difficiles. Et cela nous gêne à la CLCV de voir qu'on offre d'un côté 5 000 euros. Et quand on entend le représentant de l'État qui disait dans cette émission que ces personnes seront expulsées du territoire. Et le lendemain, il revient sur sa décision, ils sont expulsés du terrain. Donc il y a une sorte d'ambiguïté, cela nous gêne énormément. Donc je refais cet appel, nous disons à ce promoteur, contactez-nous. Vous avez mes coordonnées, M. Vernet? Oui. Vous lui transmettez de façon à ce que nous puissions aussi dire à ces familles que nous avons trouvé un généreux donateur pour les aider à ce que les huissiers ne viennent pas les mettre dehors. Farouk Amri, vous avez mis vos lunettes, expliquez-nous. Je préfère témoigner de façon anonymée, j'espère qu'on ne me reconnaîtra pas. Hein. Donc plus de noms, s'il vous plaît, Monsieur V. Moi, je suis intimement persuadé que si ce promoteur n'avait pas le marché en main, il n'aurait jamais donné 65 000 euros. Il faut vraiment être stupide pour parler de ça. Donc je crois qu'il y a un système mafieux autour de cette histoire. Je pense que cette histoire va marquer l'histoire de la Guyane, qu'elle risque de causer des dégâts monstrueux, et en tout cas qu'elle remet en cause vraiment toute l'activité du collectif. Je pense qu'il y a eu... Qui n'a pas été dans les règles? Moi, je pense qu'il y a eu un terrain qui partait peut-être, pourquoi pas, d'une bonne idée. Le maire de Cayenne souhaite valoriser sa ville, ce qui est très honorable. Mais la façon dont c'est fait, on n'est même plus dans le tragicomédie, on est chez les pieds nickelés. On sait vraiment, les mains serrées, top là, c'est la mafia. Moi, je dis que c'est un système mafieux. Et moi, je tiens à prévenir... Mais c'est un terrain tellement bien placé que ça aurait été trop gros pour laisser passer. Jean Paris, vous qui êtes dans l'opposition, vous allez nous dire 30 secondes. Moi, je tiens à dire de façon très solennelle, cette fois-ci, je reprends le titre de porte-parole du collectif. Un homme d'affaires chinois, sans faire de généralité, méfiance. Quand il investit, c'est jamais pour rien. Vous allez loin, là. Si jamais le tohu-bohu fait en sorte que ce marché lui échappe, il ne faudra pas que M. Hernandez ou M. le préfet
viennent nous demander à nous, collectif Trop Violence, de les aider et de leur assurer la sécurité. Vous pouviez dire un homme d'affaires, tout simplement. Un homme d'affaires. Ouais, je crois que c'est mieux pour le débat. Mais il n'y a pas un mot à cela, puisque j'ai l'impression que nous vaguons. Alors, attendez. Alors, allons jusqu'au bout. Vous parlez du système mafieux. Allons jusqu'au bout. C'est qui la mafia? Qui est derrière ça? À partir du moment où on ne respecte pas la loi, on peut considérer qu'on est hors la loi. Qui est hors la loi? Eh ben, l'État, ses représentants, dans la mesure où... Moi, j'ai entendu M. Hernandez qui nous a parlé d'un promoteur. Ce promoteur n'a rien signé. Il dit, l'affaire ne coûtera rien à l'État parce que c'est le promoteur. Déjà, il a anticipé la décision avant même la délibération du conseil municipal et avant même la deuxième estimation du bien qui est en train d'être faite. Il y a des gens qui ont trop parlé dans cette affaire. Monique Gouard et Jean Paris juste après. Oui, Voilà. le mot. Ben, écoutez, oui. Donc, certaines familles ont reçu par la suite 1 000 € et 2 nuits d'hôtel. Mais le mot, vous savez, ça s'appelle un délit d'initié. C'est le mot, on ne vend pas ce qu'on n'a pas. Vous savez, quand je vais reprendre l'affaire, pour moins que ça, on a vu un maire aller en prison à Ducos pour moins que ça. Donc il y a un mot, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution, c'est la loi, c'est le législateur qui le dit, c'est pas moi. Comment voulez-vous avoir un terrain? Vous ne connaissez pas, d'ailleurs, il disait au départ, il l'a dit à la télé, je ne connais pas le propriétaire du terrain. Moi, on m'a demandé de payer, je paye. Je reprends ce qu'il a dit à la télé, c'est sur les bandes, hein, qu'il aille vérifier ce qu'il a dit. Après, il vient, on dit, ah, eh ben non, c'est à lui le terrain. Normalement, on fait un appel à projet. Une fois que l'appel à projet arrive, Monsieur Hernandez décide à qui il donne le terrain. Mais on ne peut pas donner un terrain qu'on n'a pas, on ne peut pas faire des choses qu'on n'a pas, mais ça s'appelle, en loi, j'ai relu les textes, ça s'appelle un délit d'initié. Délit d'initié. Très bien. Allez, on a plein de questions. Vous pourrez revenir rapidement et ensuite des questions de téléspectateurs. C'est pire que de la cavalerie, en fait. Ouais. Cette cavalerie-là, elle a un an, je rejoins ma voisine, dans cette affaire. Mais ce que nous disons par rapport à l'action de la mairie de Cayenne, en fait, nous avons l'impression qu'il y a une démarche de telle impunité, parce que ce n'est pas seulement la seule affaire, la mairie de Cayenne. Il y en a d'autres. Notamment, ces jours-ci, vous avez entendu sur les zones qu'il y a des convocations par un juge d'instruction. On en a parlé ici même. D'accord. Et sur RDI, la radio aussi. Il y en a d'autres. D'accord. On a l'impression que l'actuelle municipalité de Cayenne fonctionne dans une telle impunité qu'on se croit tout permis. Et ça, c'est au détriment, justement, des citoyens, des concitoyens, parce que tout se fait à la va-vite, tout se fait sans concertation, et puis c'est toujours au détriment des plus malheureux. Question de Patricia Saint-Laurent-du-Maroni. Maintenant, ne soyez pas hypocrite pour faire partir des squatteurs, c'est la croix et la bannière. Alain Chrétien. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que cette procédure, elle a été hyper rapide. Alors que nous connaissons des propriétaires de terrains ou d'immeubles qui en sont en procédure depuis des années. Nous n'en allons pas très loin. Nous en avons à peu de place chez vous, là, à Matoury. Vous allez voir les terrains squattés depuis des années pour lesquels les propriétaires attendent des procédures d'expulsion, d'expropriation. Sur Cayenne, il y en a d'autres d'immeubles squattés pour lesquels les propriétaires aussi attendent. Donc comment se fait-il qu'il y ait 2 poids 2 mesures dans une procédure de justice? Alain Chrétien. Nous avons le même problème. Alors, Christophe Colomb, nous avons un collectif qui a été monté par des habitants qui sont là, qui paient leurs impôts, qui se sont adhérés chez nous, et il est très difficile maintenant de les faire partir, puisque le soir, quand il est 18h, eh bien, les jeunes s'amusent à mettre de la musique pour empêcher des personnes qui ont plus de 70 ans de dormir tranquillement. Alors, Christophe Colomb, est-ce qu'on trouve normal qu'une procédure annoncée très rapidement pour faire partir des squatteurs au niveau de Château, et puis là, on ne peut pas faire partir ces personnes? Il y a 2 poids 2 mesures dans ce département. Alors, ils peuvent le faire, puisqu'ils l'ont fait avec moi, donc ils peuvent aller très vite. Tout un débat. Quand ils veulent, oui. Rappelons également aux auditeurs, enfin aux téléspectateurs, que cette violence-là, particulière, a été à l'encontre des personnes, des locataires de la cité rénovation urbaine et de Mirza, qui sont sous le coup d'expulsion violente, sans indemnisation et sans respect des protocoles. Donc on va surveiller ça de près. Donc il y a une façon de traiter le citoyen à différents niveaux, à différentes vitesses. Tout un débat pour finalement avoir un beau projet au bout, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les projets, on en reparlera. Cela pose un problème de structure ou de manque de place ou de loyer trop cher. Avec la baisse des allocations familiales, ça n'ira pas en s'arrangeant, Alain Chrétien. Franchement, avec ce qui nous arrive là,
Quand on voit la situation aujourd'hui, quel est votre sentiment, vous qui avez l'expérience du terrain en termes de locataires? Et où iront les squatteurs? Tous les indicateurs à l'heure actuelle nous disent que les locataires n'arrivent plus à payer leur loyer. C'est un constat de la MILOS, la mission interministérielle du logement social. C'est le gendarme des bailleurs sociaux. Vous allez taper, vous allez voir ce rapport. Il est clair, il est net, il est précis. En Guyane, nous avons le même problème. Les loyers sont excessivement chers. Chers, très chers. M. Paris a dit tout à l'heure, quand on construit des logements sociaux, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est une coquille vide. Les jeunes iront s'amuser où? Les personnes vont se réunir où? Et les loyers sont en nette augmentation. Il n'y a pas une baisse. Vous passez sur la route de Badjel, vous allez voir des panneaux qui fleurissent, des prix vraiment inabordables pour des familles qui ont des ressources modestes. Et c'est par ce constat que nous, à la CSCV, on se bat pour ça. Merci en tout cas. Le temps est terminé. Malheureusement, le débat continue sur les réseaux sociaux. #RDV2Info. #RDV2Info. Vous pouvez continuer à débattre sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook également. Et si vous voulez avoir plus d'infos également, n'oubliez pas votre radio sur les 105.1 RDI, la radio de l'info. Merci. On avait encore plein de questions malheureusement de nos téléspectateurs. Ça sera l'occasion pour nous, et je vous le promets, de revenir sur cette affaire qui est loin d'être terminée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ce n'est que le début de quelque chose. Je ne sais pas où on ira avec ça, mais en tout cas, nous, les caméras d'ATG, nous allons suivre ça de très, très près. Farouk Amri, merci beaucoup. Jean Parise, Monique Gouard, merci. Alain Chrétien, merci d'avoir participé à ce débat qui continue. Je vous rappelle, #RDV2Info. Vous pouvez continuer. Merci aux téléspectateurs qui ont été patients, notamment pour les questions, et puis celles qu'on n'a pas pu poser pour une question de timing. Demain, rendez-vous avec Lynn Létard, qui a attaqué un système, notamment sur ce qui s'est passé dans les sénatoriales. En face d'elle, elle aura donc Madame Lalsi du Parti socialiste guyanais, face à face, donc demain soir, dès 19h. Ne ratez pas le rendez-vous. Passez une excellente soirée. BFM TV tout de suite. À demain.